écoutez, je vous propose qu'on enchaîne sur cette seconde table ronde pour être dans les délais. Je pense qu'il y a déjà un tout petit peu de retard sur le programme, mais pas énormément. Donc bienvenue à cette deuxième table ronde Care et santé publique. Je remercie beaucoup les deux organisatrices, je ne les vois pas, elles sont dans un petit coin, Blandine Destremo et Julie Tréguier pour leur invitation à modérer, à animer cette table ronde. Je me présente très rapidement. Moi, je suis Olivier Giraud, je suis politiste et sociologue spécialiste des politiques d'accompagnement de la perte d'autonomie, mais seulement dans le contexte européen. Alors, le point de départ de cette table ronde, c'est de dresser le constat de la diversité de la façon dont les besoins de care, les besoins de soins de longue durée pour les personnes vulnérables sont traités dans les différents pays, notamment en Europe et en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je voudrais, moi, dire peut-être deux choses concernant cet ensemble de pays. Il y a une traduction, il faut y aller plus doucement, dont il est question ici. Alors, le premier point, c'est que surtout, ça a été très clair dans la table ronde précédente, on parle beaucoup de vieillissement, parce que c'est vrai que c'est une réalité démographique qui concerne les pays de ces deux zones du monde, aussi bien l'Europe que l'Amérique latine et la Caraïbe. Mais les liens entre care et santé publique, donc qui sont au cœur de cette seconde table ronde, concernent d'autres populations. On pourrait parler, et il faudrait mentionner, les personnes en situation de handicap, mais aussi les enfants en bas âge. Ça implique une chose toute simple, c'est que la plupart des individus et des familles sont concernés par cette question de la prise en charge des personnes vulnérables dans le contexte familial, et cela possiblement à plusieurs moments de leur parcours de vie. Le deuxième point que je voudrais traiter, dont je voudrais dire deux mots très rapidement ici, c'est que la façon dont ces besoins de care sont organisés dans les différents contextes nationaux, entre la famille, des organisations confessionnelles ou associatives, mais aussi les marchés, tout ça, ça renvoie à des dynamiques qui sont inscrites dans des évolutions historiques qui sont très complexes. Et je pense que c'est difficile de penser de façon exhaustive des configurations de variables ou de mécanismes sociaux, politiques et économiques qui permettraient d'expliquer les trajectoires d'évolution de ces systèmes de care dans nos différents pays. Ce qui me semble important peut-être de dire, c'est peut-être de retenir l'idée, en tout cas moi je m'intéresse à cette question, de s'intéresser à la façon dont ces enjeux sont compris, thématisés dans des débats sociaux et politiques, dont ils sont construits comme des problèmes publics dans différents contextes nationaux, à différents moments historiques. Et il me semble qu'il y a plusieurs modalités, et bien sûr on ne peut pas tout citer, mais il y a plusieurs modalités de problématisation, de construction de ces besoins d'accompagnement des soins de longue durée, comme des enjeux ou des problèmes publics dans un contexte national. Il me semble qu'il faut d'abord citer quand même les enjeux normatifs, les enjeux de solidarité qui ont déjà été évoqués dans la première table ronde, solidarité entre les générations, mais aussi solidarité entre des groupes sociaux, mais aussi solidarité, parce que les enjeux normatifs sont importants. On sait bien que les groupes confessionnels, les églises, l'Église catholique sans doute, et peut-être les évangéliques maintenant dans les pays d'Amérique latine, donc se sont beaucoup attachés à cet engagement en faveur du bien-être, de la défense des personnes vulnérables dans les familles et dans les groupes humains. Il y a aussi un engagement normatif qui est très important aujourd'hui, et on va y revenir sans doute beaucoup, c'est l'engagement en faveur de l'égalité des sexes. Bon. Ensuite, il y a des enjeux qui sont plus économiques, qui permettent de thématiser, de construire ces enjeux d'accompagnement à la perte d'autonomie, disons, ou les besoins de care. Il y a des motifs économiques qui permettent de faire sens donc, de ces systèmes de care. Et là, il y a une deuxième façon de penser l'égalité entre les genres. Il y a l'idée de libérer les femmes des tâches de care. Libérer les femmes des tâches de care pour mettre à la disposition du marché du travail les compétences professionnelles des femmes. Ça, c'est un enjeu qui a été très important dans le contexte allemand, par exemple, pour sortir les femmes du cadre domestique, alors qu'on a investi dans la formation des femmes de façon très importante, parce que souvent les femmes sont meilleures dans les systèmes éducatifs et dans les systèmes universitaires que les hommes, et après on ne les retrouve pas sur le marché du travail, et c'est une perte économique absolument
irréparable pour les économies publiques. Et puis il y a aussi une autre façon de thématiser le care comme un enjeu économique, c'est bien sûr de montrer que cette tâche du care, elle est solvable, hein, elle peut constituer un marché, elle correspond à de la création de richesses. Puis enfin, il y a un troisième enjeu, me semble-t-il, qu'il faut aborder très rapidement, c'est l'enjeu démocratique, hein, qui pourrait renvoyer à la façon dont les personnes devraient être libres de faire des choix entre différentes modalités de prise en charge. Et là, il s'agit des personnes qui sont concernées, hein, les personnes en perte d'autonomie, les personnes en situation de handicap, mais aussi les familles, précisément, enfin, les membres des familles, notamment les femmes, qui devraient avoir le choix de pouvoir aborder ou prendre en charge les personnes vulnérables dans le contexte de leur famille ou de ne pas le faire. Alors moi, en tout cas dans mes travaux, ce qui me frappe quand même beaucoup aujourd'hui, c'est que les besoins des personnes, la façon de comprendre au niveau individuel, à l'échelle individuelle, dans le contexte des familles, cette tâche de care, ce sont des choses qui sont extrêmement variées. Et à mon avis, il y a un tel niveau de variation, ça ne renvoie pas simplement à des systèmes institutionnels, à des constructions politiques, mais ça renvoie aussi à des choix extrêmement intimes et individuels. Ça renvoie aussi à l'histoire des personnes, à leur façon de comprendre leurs liens interpersonnels et leur place dans la famille. Donc au fond, je trouve que cet enjeu du care, il est vraiment un enjeu très important pour nos sociétés aujourd'hui, parce qu'il vient bien croiser, me semble-t-il, hein, la valorisation qu'on a des enjeux personnels, d'individualisation des politiques publiques, de l'action publique, mais aussi les besoins collectifs. Je crois que ça a bien été évoqué par Madame la ministre du Costa Rica, hein, qui a bien montré qu'il fallait quand même beaucoup de coordination dans nos politiques du care, sinon on n'arrive pas à créer les conditions d'un choix véritable, et on n'arrive pas à créer des systèmes qui ressemblent à quelque chose et qui ouvrent des droits finalement, qui pourraient être des droits effectifs. Voilà. Donc voilà très vite pour cette petite introduction. Donc je remercie donc les 4 intervenantes et intervenants à cette table ronde. Et puis on va peut-être commencer par vous, Madame Marieke Blaufield. Vous êtes professeure en sciences politiques à l'université de Hambourg en Allemagne, et vous êtes spécialiste des questions de santé et de politique sociale, notamment en Amérique latine. Et je crois que vous êtes beaucoup intéressée à la façon dont ces systèmes de santé, ces systèmes sociaux, systèmes de politique sociale au sens large, construisent les enjeux d'équité et construisent ces problèmes publics, et peut-être aussi permettent de tenir compte concrètement de ces questions d'équité. Ben, je vous donne la parole si vous voulez bien commencer votre intervention. Thank you so much. I'm going to speak from there. Yes. A little easier. Yeah. And I'm going to present in English. Oh, I need my clicker. I hope that's okay. Where did I leave it? Oh. Okay. First, let me say thank you so much. I'm very honored to be invited here. And here we go. So my topic is actually a little bit different than the care and the elderly, but I'm going to try to tie it to that theme. A couple of weeks ago, I told the organizers, well, actually, my empirical research currently is on children, not the elderly, and it's on transfers, not services. And they said, okay, that's okay. And I said, you know, I can talk about care in the elderly, but where I have some actual research is on this topic. And so I hope I can make some points that transcend the two and also point to the interlinkages. So my apologies for that, but I hope that it will tie. And actually, Minister Leon, when you made your point about the low fertility rates and a rapidly aging society, I mean, that actually points to the need to focus on children. And a famous European sociologist, Esping Andersen, said pension reform begins with babies. And so I hope you can see the kind of the life cycle issues there. In many countries now, we actually need more children. And related to that, we need like healthier, more productive, like children. We also need to invest more in the children that we have, on the one hand. And over the long term, of course, the issue of aging societies are
addressed through more children who then become productive working adults and pay for all the pensions and the care services that are needed. And secondly, in Latin America, especially in the more vulnerable low-income households, the households are often multi-generational, right? And so their children and the elderly live together, and so the issue also of transfers and services between the children and the elderly, it's hard to completely separate them. Okay, so that as an introduction to justify how I'm going to go about discussing this issue. In terms of policies toward the children and the elderly, they are the two groups in society that are considered kind of the deserving groups outside of the working age population, the two major groups at the beginning of the life and towards the end of the life. And they both need income and care. And traditionally, a lot of this is provided privately through households and families. And the challenge is moving away from these family and private support networks to more state responsibilities in modern societies. And in Latin America especially, and to an extent, what distinguishes Latin America from Europe are the very deep socioeconomic inequalities in Latin America, lower state capacity, and higher levels of informality. And the two key policies that address this need for income and care are, of course, funding, transfers, cash transfers, whether you call them contributory, non-contributory, but cash transfers to maintain income, and then, of course, services to provide care. And so my empirical focus here is on transfers. But I did, I'm one of these presenters that the organizers hate. This morning I said, can I add some slides to the presentation? They said, it's impossible, we're so sorry. And then I said, well, can I have a handout? And so I threw in this handout that you have now received, which gives you a little bit of context for discussion of transfers, and also, I think, it simply highlights the issue of the care burden. But first, let me turn to, in terms of the context in Latin America, if you compare it to the year 2000, these are two relatively messy slides, but what they highlight is the massive, to look on sort of the bright side of things, compared to 25 years ago, the turn of the millennium, there has been a significant, one could even call massive, coverage increase in non-contributory transfers to these two vulnerable groups, children and the elderly. And that is one of the successes of anti-poverty policies in the region. And in the first graph shows the percent of coverage in pensions. This is a little dated. So, for example, just to highlight one country, Mexico has gone pretty high towards universalization on old age non-contributory transfers today, recently. And then on the other side, that's from my recent book that I co-authored and published last year, looking at cash transfers to children during the pandemic. That also shows pretty important coverage, also highly varied coverage across the region. Two issues to say simply about these non-contributory transfers. First, the coverage overall tends to be higher among the elderly than the children. And secondly, what this does not reflect, because it's only looking at coverage, but also the adequacy, i.e. the value of the transfers tend to be higher towards the elderly than the children. This fact has also helped reduce poverty among the elderly. And interestingly, if you look at poverty by age in the region, the best predictor of whether somebody is poor in Latin America is their age. And this highlights the major gaps in coverage and adequacy of transfers, which hit children especially hard. That's also in your handout there. But about 50% of children in the region today live in poverty, and that rate is 15 among the elderly. Of course, 15% is too much, and is also an issue. But this is to highlight the kind of the dramatic
age-related differences. And also if we think about this over the medium and long term, back to the issue of sustainability in aging societies, the fact that we have half the population currently growing up in poverty is a real ticking time bomb for when they're adults, and the implications, because so much empirical research shows that poverty, especially extreme poverty, has significant detrimental implications for human and economic development, and the non-investment in children is a huge missed opportunity. Now, if you go to the graph, the second graph, that highlights how the poverty among vulnerable households between children and the elderly is interlinked. That shows the composition of the household across income quintiles. And what you will notice there is that almost about 70%, between 70 and 80% of households in the two lowest income quintiles have children. So basically what that means is those 15% of the elderly, they also, they live in poverty, they live in households that live in poverty, and they all have children, right? And those who don't, like elderly who don't live with children, and adults without children, that is a higher income characteristic, right? And so basically, household family composition, this highlights that intergenerational families are in poverty with children, and also one of the stunning things is sort of the high levels of monomaternal families, right? Meaning that they're marked by the absence of the father, which brings into highlight the care issue. Okay, two additional structural characteristics I want to just highlight is kind of what goes on in those households, and that relates to the second two graphs in the handout you have, and I'm using here the language of my two sociologist colleagues, Fernando Filgueira and Juliana Martinez Franzoni, who talk about a segmented and a truncated revolution. And they're referring to the gender revolution, the term, popularized by Claudia Goldin, for example, the silent revolution. And they refer to the nature of the revolution in Latin America as segmented and truncated. And with the segmented, they're referring to the vast differences across classes. And that graph there simply highlights, basically here, the gaps in the distribution of paid and unpaid work outside the household and unpaid work inside the household, and the deep gender and socioeconomic gaps. And what you can see there is that among mothers with children who are young, the labor force participation rates among the well-off are over 70%, very close to what they are among men. The gender gap in those households is pretty low, but in the lowest income quintile, only about 40% of the mothers work. And obviously that has a lot to do with the high levels of care responsibilities they have outside of work, and they cannot find jobs there, cannot leave their children alone. So you see that care burden. On the other side, you see what they call the truncated revolution. If you turn the handout around, there's a lot to describe there. Let me just say it's impressive. It gives you the information on average hours allocated to domestic work, so childcare, cooking, taking care of children, by age, sex, and income quintile over the life cycle. And so this tells you who is doing the care and unpaid work, not the receivers, but the doers, right? And there you can see that the dotted lines are women, the solid lines are men. These are two countries. Sorry, the other one is Ecuador. It's Uruguay and Ecuador. And then it's by income quintile. So the blue is the poorest quintile, the orange is the wealthiest quintile, and the gray is the one in the middle. So this shows the massive care burden among lower income women. And it's quite impressive because it shows that, and you see the variation across the life cycle. Women work more, in the household, and then it reduces as they age. Then it actually goes up a little again in Uruguay, and then it reduces further. Men, no matter what age they are, what class they are, whether they have kids in the household or not, do the same. Like, they don't change. It's remarkable how flat and solid the line for the men is. So this is simply the context. And now
now I'm actually going to, so this is kind of what happens inside the household. Now I'm going to turn to the research where I'm actually going to talk about transfers. And my pitch is really that we need to increase transfers to children. And I hope I can convince you that by doing so, we also relieve the burden on the elderly, especially through intergenerational resource pooling. As well as reducing economic stress in households. I've been reviewing research on how much material deprivation causes stress, and including violence, etc. And so basically increases well-being and relieves the stress, especially on those low-income women who bear all the burden of taking care of their children as well as their elderly parents. So here, very briefly, and this is together with my colleague Juliana Martinez Franzoni, we did nationally representative surveys funded by the German Research Foundation in 7 Latin American countries. We wanted to do Brazil, but it was too expensive, but we were able to do 7 others. And it was on public opinion on cash transfers. And it's quite interesting because it's probably the most important anti-poverty policy in the region in the last 25 years. No systematic analyses comparatively have been done on what people think about them. So this is the first of its kind. Very briefly, we focus on children. You already know that's my thing. But we also asked a question on the elderly. One of the questions, this is pooled averages from the seven countries. We asked, do you agree that a cash transfer program should exist toward 4 different groups? It shows overwhelming approval for the existence of cash transfer programs, solidarity, non-contributory programs towards the children and the elderly. That's probably also a reflection that people live in countries that already have them, and it's considered they're the deserving groups. And it's not that they agree with cash transfers for everybody. You can see that the other question is the unemployed. It's reduced, it's about 2/3. Then we asked about immigrants, a politically very controversial issue in Europe as well, and you see it plummet to under 50%. Then we continued asking questions, but this is towards children. My hunch is that we'd get similar results had we also asked about the elderly. We asked, well, if we're going to have those transfers, what should they cover? Here you might not be able to see, but basically 97% say they should at least cover a basic food basket. That means set them at the extreme poverty line. Okay, 3% say half, 1 say basic food basket, and the dark blue basically is the equivalent of the poverty line. Third is the issue of coverage. Who should be covered? Here opinion is more divided. We asked who among children should be covered if we had them towards the general population, who should be covered. Basically what this tells us is that about 43% say they should target the extremely poor. Pink is the poor, blue is majority, and I think translation is not working. I'm sorry. Okay. So red is they should target the extremely poor. Pink, the poor. Light blue, the majority, and the dark blue is universal. So all children should be covered. So this shows that about 56% think that cash transfers should at least include all children in poverty. So the conclusions briefly from our surveys are that there's political space significantly in the region to expand cash transfers. An overwhelming majority supports the existence of these transfers for both the children and the elderly. And as we know from the presentation and also the discussion earlier, there are gaps still also in coverage for the elderly. On children, an overwhelming majority supports at least basic food basket values, and political space exists to expand coverage. Second, what we did, and this is focused on children, we calculated the fiscal base, what it would cost in each of these countries for additional funds to cover all children in poverty in each country with a basic food basket level transfer, which would effectively eliminate extreme poverty among children in those countries. And you see that in Costa Rica and Chile, Costa Rica, it would be less than 1% of GDP. It's not that expensive. 1% in Colombia and Peru, 1.5% in Mexico, and a whopping 7.5% in Guatemala, given the high level of poverty in the region, the high number of children in that country, and the very inadequate social safety net, and there you would need multilateral assistance. So
finally, my last slide, and it is some general observations, broader observations about these challenges in general. We're advocating, obviously, for increasing funding to children, given the high levels of poverty. Of course, increased funding for the elderly, especially the vulnerable elderly, is a big need as well. Currently, especially in some of the countries, there's a problem with the regressive nature of the contributory pension system, especially because a lot of it is subsidized through general tax revenue, such as Uruguay, Argentina, and Brazil. And that aggravates inequalities in a region already highly unequal. The challenge, of course, is the lack of fiscal space to increase spending on transfers and care policies to children and to the elderly. And one of the key challenges, I think, is not seeing the spending towards the elderly and the children as a zero-sum game, right? There is concern. I was in Uruguay in December to talk to some of the legislators. The UNFPA invited me to convince them that we need to focus on children in the context of a pension system that actually exacerbated inequalities. So I think a pension system, a basic, universal, non-contributory pension system is absolutely essential. One of the challenges is that you have these legacies of contributory systems, and of course, nobody wants to give up benefits they already have. We know that in Europe very, very well. Pension reform is the biggest challenge, aside from perhaps climate change. And you have these political coalitions against reforms, and so I think that's one of the real challenges, is how do we get equity-enhancing policies toward children and towards the elderly. And I'll stop there. Thank you very much. Merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir rappelé que sans doute une échelle appropriée pour penser aussi la lutte contre la pauvreté, mais aussi l'accompagnement, le soutien aux politiques de care, c'est sans doute l'échelle de la famille. Donc peut-être l'inutilité d'opposer effectivement les groupes vulnérables dans le contexte de la famille, peut-être encore plus dans un contexte latino-américain que dans un contexte européen. J'en suis pas absolument persuadé, mais en tout cas c'est une hypothèse et c'est l'hypothèse que vous avez présentée. Et puis l'autre chose que moi je retiens de votre présentation, c'est, alors je ne sais pas, vous avez parlé à la fin, évoqué à la fin l'idée que peut-être il fallait réduire les systèmes de pension, ou en tout cas les réformer dans les pays latino-américains et de la Caraïbe. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. En tout cas, il y a une large marge de manœuvre pour développer les politiques de soutien à l'enfance et aux enfants dans le contexte des familles. Ça, au moins, je pense que c'est quelque chose qui peut faire consensus, j'imagine, autour de la table. Alors, on va peut-être passer et entendre le deuxième intervenant de cette table ronde, Monsieur Alfredo González Reyes. Vous êtes politologue, politiste, moi je dirais, et ancien secrétaire exécutif du Conseil national de l'agenda 2030 pour le développement durable du gouvernement mexicain. Vous avez travaillé et vous travaillez encore sur un grand nombre de politiques sociales, mais aussi adossées à des enjeux économiques, de développement économique, et notamment au niveau local dans le contexte mexicain. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? 10-15 minutes. Ok, gracias. Ya, voy a poner un reloj. Bueno, yo quisiera contarles tres cosas. Digamos, quisiera primero darles un contexto muy breve y seguramente muy conocido, pero me parece que es un recordatorio necesario cada vez que hablamos de algunos lugares o de cualquier lugar. Un brevísimo retrato del país que tenemos hoy, de dónde venimos, por qué tenemos una protección social insuficiente. Y luego dos cosas que han sucedido al mismo tiempo en los últimos años. Por un lado, cómo se ha posicionado el cuidado como fundamental para el bienestar en México y como parte de la discusión sobre la protección social.
Y por otro lado, la llegada o el fortalecimiento de un movimiento de izquierda, político de izquierda, que ha traído cambios programáticos importantes y que, por cierto, se va a someter a un nuevo momento de prueba este domingo porque hay elecciones en México. Y en tercer lugar, quizá invitarles a imaginar cuáles son las dos opciones, dos posibles grandes opciones entre las que va a tener que elegir las personas en México para impulsar la agenda de cuidados a través de creación de sistemas de cuidados. Una de ellas puede ser más favorable a lo público y la otra puede ser más proclive a la idea de un Estado mínimo. Esas son las tres cosas que quiero compartirles. Primero, lo que ya sabemos, lo que ya sabe este público y muchas personas. Gracias por la diapositiva. ¿Cómo es? ¿Cómo tengo que hacer? El verde. ¿El verde? Ah, el grande, gracias. ¿Cuáles son las fuentes estructurales de las condiciones de México hoy como un país emergente, en desarrollo, de ingreso medio? Ya sabemos cuáles son. Es un país que fue colonia y hubo una enorme extracción de recursos durante la época colonial. Ya sabemos que el legado colonial fue uno de distribución terriblemente inequitativa de riqueza, de propiedad. Después de, digamos, de ese periodo postcolonial, tuvimos una época de reconstrucción, digamos, de bonanza, pero que concentró aún más la riqueza en pocas manos. Luego tuvimos una revolución social que nos dejó la Constitución que tenemos hoy de 1917 y después de un periodo de reconstrucción nacional, el periodo de boom de la posguerra, llegaron varias crisis, crisis sucesivas de deuda, sobre todo, y vivimos por al menos 30 años lo que hemos llamado como consenso de Washington o el periodo neoliberal, caracterizado por privatización de bienes públicos y un montón de cosas no tan lindas que ya sabemos que han sucedido. ¿Cuáles son los resultados generales de esto? Pobreza, desigualdades profundas. Y nombro la historia para entender por qué hablamos de desigualdades estructurales que se han instalado después de largas marchas de extractivismo, escasos bienes públicos, servicios públicos privatizados que buscan lucro y que no buscan garantizar derechos. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Vemos que desde la primera vez que en México empezamos a medir los niveles de pobreza, alcanzan más o menos a la mitad de la población y a pesar de que se ha mejorado un poquito en distintos momentos, todavía es muy alta la proporción de población en pobreza. De eso estoy hablando cuando hablo de desigualdades estructurales. Este solo es un ejemplo, el más sencillo que podemos encontrar de eso. Y a esto está asociado una débil protección social, por supuesto. ¿Cuál es el estado actual? Perdón. ¿Lo podemos dejar allá? No. Lo voy a poner. Gracias. ¿Cuál es el estado actual de la protección social? Digamos, en una foto muy rápida podemos ver que el porcentaje de población ocupada sin acceso directo a la seguridad social es de más del 60%, que la población que no trabaja y que no tiene acceso a ninguna forma de seguridad social es del 50%,
Ya hemos hablado antes de los altos niveles de informalidad en la región, en México en particular, y que el porcentaje de población de 65 años o más con un ingreso por programas para adultos mayores, alguna clase de apoyo para adultos mayores, inferior al promedio de las líneas de pobreza extrema, y que además no cuentan con ninguna clase de pensión, es más o menos un tercio de la población. Esa es la situación. Luego, digamos, este es un poquito el escenario. Ahora, hablemos de cuidados. ¿Cómo pueden entenderse los cuidados en la discusión de la protección social en México? Ya sabemos que una altísima precarización reforzó la importancia de las redes familiares y comunitarias en el bienestar cotidiano de las personas. Tenemos que saber que las luchas de las mujeres por sus derechos a través de los años, su mayor participación en la vida pública revelaron cada vez más las cargas desproporcionadas de trabajo dentro y fuera del hogar que caían sobre sus hombros. Y esto visibilizó el papel fundamental del trabajo de cuidados para la reproducción y para la producción. Los esfuerzos de muchas y muy diversas luchas feministas pusieron hoy al trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, en el centro de la discusión pública del bienestar en México. Así como en otros países de la región latinoamericana, hoy en México hay sectores muy influyentes de la población, liderados por feministas de distintas orientaciones ideológicas, impulsando la creación de sistemas de cuidados. En México nos hemos inspirado fuertemente en otras experiencias latinoamericanas. Costa Rica es una de ellas, Uruguay obviamente es la otra. Y están, digamos, en América Latina, en México en particular, estamos hablando de los sistemas de protección social, de los sistemas de cuidados como un cuarto pilar de la protección social, junto con la salud, la educación y la seguridad social. Ahora, hablamos de sistemas de cuidados como formas o articulación de recursos diversos para reconocer a los cuidados como trabajo y eje fundamental de la vida, para reducir la carga de trabajo de cuidados que recaen las mujeres y, muy importante, liberar tiempo, no solamente para ser más productivas, no solamente para generar ingresos, sino para disfrutar de bienes públicos y digamos, explorar las potencialidades de cada quien para poder ejercer sus derechos. Y también hablamos de sistemas de cuidados para redistribuir la responsabilidad de los cuidados más allá de las mujeres y de los hogares, involucrando a hombres, comunidades en distintas escalas, sector privado, el mercado en un sentido amplio, pero sobre todo al Estado como rector y en muchos casos, dependiendo de la orientación ideológica que se tenga, también como proveedor directo de servicios y recursos para los cuidados. En México, como parte de este esfuerzo, se ha levantado una encuesta nacional para el sistema de cuidados, para el Sistema Nacional de Cuidados. Y esta encuesta tiene un montón de cosas sobre las personas que podrían o necesitan recibir cuidados y sobre las personas que proveen esos cuidados. En esta encuesta podemos ver, por ejemplo, digamos, el total de personas que son susceptibles de recibir cuidados. Estos son millones de personas, y de todas ellas, quienes no reciben cuidados y quienes sí reciben cuidados. Ese es el tamaño del reto, digamos, y los cuidados entendidos en distintas dimensiones, desde una perspectiva amplia y por grupos de dependencia. Ahí vemos digamos, el tamaño del reto de cuidados para población de 60 años y más. Y vemos que el reto se va a multiplicar porque
Para 2070, la población de 60 años y más va a pasar del 12.1% al 34.2%. También vemos en esta encuesta características de las personas cuidadoras, quiénes son, qué edades tienen, cuál es su estado conyugal, cuál es su condición de actividad económica. Y una cosa muy importante que está sucediendo en México es que la discusión sobre cuidados no remunerados la estamos combinando con la discusión sobre cuidados remunerados, en particular con las trabajadoras del hogar. Tenemos más de 2.5 millones de trabajadoras del hogar, típicamente migrantes, ya sea internas o internacionales, altísimamente precarizadas, el 90% de las cuales son mujeres y 70% no tienen ninguna clase de prestación. Es importante saber que tenemos que hablar de estos dos tipos de trabajo de cuidados porque constituyen una cadena de reproducción de desigualdades dentro del grupo de las mujeres, donde unas que están excesivamente precarizadas subsidian a mujeres más o menos precarizadas o privilegiadas, y por eso es importante hablar de esto, y estamos hablando de eso. Luego, al mismo tiempo, después de 30 años, ha llegado al gobierno nacional y a varios gobiernos estatales un movimiento, un partido de izquierda, que ha hecho cambios bien importantes desde 2018, sobre todo. Son cambios ideológicos, políticos, institucionales, programáticos, con mucha oposición de partidos o posicionamientos de derecha, o de lo que algunos creen que se puede llamar centro. Digamos, ¿qué ha pasado si pensamos en los pilares de la protección social? En salud se está implementando un regreso a lo público. El Sistema Nacional de Salud estaba semi-privatizado. Eso quiere decir que los recursos públicos iban a dar ahí donde había más demanda concentrada, pero no necesariamente donde más se necesitaban. Algunos estados se están uniendo a este plan de reconcentración, algunos no, porque es un sistema federal y ese es parte del reto. En educación se está aumentando el gasto y la atención en distintos niveles, se está involucrando a padres, madres, tutoras y a profesores y profesoras, y además se está rediseñando el paradigma, digamos, de uno que es individualista a uno que es más de visión colectiva, de situar la educación de las personas muy jóvenes en su entorno comunitario. Hay una transformación importante. En seguridad social, en la parte contributiva, se está incorporando a trabajadoras del hogar, trabajadores independientes. Se han llevado a cabo un par de reformas al sistema de pensiones para aumentar el monto de pensión al final de la vida. Como bien decía nuestra colega o nuestras colegas, nuestro sistema se privatizó, se cambió a uno de cuentas individuales hace muchos años. En promedio, hasta hace 4 años, una persona estaba siendo capaz de recuperar más o menos el 25% de su último salario, digamos. En fin, no voy a abundar, pero las reformas que se están impulsando ahora están tratando de que para las personas que tengan salarios más bajos se puedan retirar con el fondo, con el 100% del salario, de su último salario. En el segmento no contributivo, se ha generado una pensión universal a personas adultas mayores de 65 años y más. 10 millones de personas lo reciben.
Este monto es de más o menos 15% del ingreso per cápita promedio de una persona, pero este se complementa con una serie de otras transferencias para niños, para niñas, para personas con discapacidades, para madres trabajadoras, y todos juntos van acumulando un cierto nivel de ingreso por los hogares. Hay un montón de cosas más en términos de aumentos de salario mínimo, con mejora de condiciones laborales, sindicales, etcétera, inversión pública. Lo que va a suceder en los próximos años es que aquellos estados que están empezando a crear sistemas de cuidados van a estar decidiendo, y ya se han mostrado dos modelos distintos, sobre si estos sistemas son primordialmente públicos, con inversión pública, o si van a descansar, como se ha descansado por muchos años antes, en la subcontratación de proveedores privados y transferencia de recursos públicos a esos proveedores. Creo que para terminar, lo que diría es, además de eso, está en puerta la decisión de si los sistemas de cuidados debieran estar enfocados sobre todo en servicios para población en situación de dependencia, o si además deberíamos estarlos pensando en términos más amplios, incluyendo otros sectores como el de la movilidad, otros sectores que, por ejemplo, ayuden a generar tiempo para quienes cuidan, desprecaricen la vida de quienes cuidan y se pueda cuidar de una manera más integral. Es como otra manera de ver el impulso a lo que hemos llamado desarrollo hasta ahora. Es político, no es de políticas públicas. Primero que nada es una decisión política y hay que debatirla, y creo que lo importante en la región latinoamericana es que estamos teniendo esa discusión pública. No nos estamos distrayendo poniendo los detalles técnicos por delante. También los estamos viendo, pero estamos incluyendo y empezando por la discusión política. Muchas gracias. Merci beaucoup pour votre exposé très complet. Alors moi, j'en retiens quand même pas mal de choses. D'abord, l'idée que le Mexique a eu une période en ce moment de construction d'un système pratiquement inclusif. On parle beaucoup d'inclusion sociale en Europe, et là, j'ai entendu dans les axes des politiques que vous avez présenté cette notion d'inclusion, et puis le rôle du fédéralisme, et puis aussi l'idée au fond que la construction de systèmes de care, c'est aussi un objectif, ou ça renvoie à un objectif de développement économique et de soutien à l'activité économique, et notamment des femmes. On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je crois que maintenant c'est le tour de Madame Caroline Killmeyer. Bienvenue à vous. Vous êtes analyste à la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales ici à Paris de l'OCDE. Alors vous avez travaillé sur le développement des systèmes formalisés de care pour les personnes âgées, et notamment sur le rôle des compétences de la main-d'œuvre. Et là, ça renvoie peut-être aussi à l'enjeu qui a été présenté avant, qui travaille et qui est mis à disposition dans le système mexicain. On a bien vu le rôle des femmes de ménage, on a bien vu le rôle de ces travailleuses informelles, et vous travaillez peut-être précisément sur la formalisation et sur la professionnalisation de ces activités. Mais je vous laisse la parole parce que je ne sais pas si c'est exactement là-dessus que portera votre intervention. Yes, thank you so much. I will speak in English in case you need translation. So my name is Caroline Killmeyer, and as I was already introduced, I work at the OECD, mostly on long-term care and aging, and this is what I want to contribute a little bit about today. So I will go very quickly over 4 topics. First I also have this, First I will review the developments in population aging and expenditures on health and long-term care, although we've seen this a lot, so I think I'll skip a little bit of that. And then I will show some data from the formal long-term care workforce, but also touch a little bit on the informal workers and family carers. And then I will conclude with some selected policy recommendations that come out of this evidence.
For the first part, I will use data that I found on Latin America, and for the rest, I have to rely on OECD data, as we do not have them available for Latin America yet. Okay, so I think I will skip this part. We already, is this working? Yeah. Heard that the populations are aging, and especially also the ratio between the working age population and the older population is getting more under pressure. So given these expected increases in the share of the older population, and therefore we expect demand for long-term care, I looked at the current health expenditure in the LAC and OECD countries, and this expenditure is accounted for 7% of the GDP in the LAC region in 2019. An increase of around 0.5 percentage points compared to 10 years before. The OECD countries had an average expenditure of 8.5% in 2019. And here too we have a lot of variation between the countries. So if we look at St. Lucia with 4% compared to 11% in Cuba, and of course, like generally, we can say that the richer a country is, the more it spends proportionally on health. When we look more specifically at public spending on care for older people, so before this was health in general, and now more specifically on long-term care, we see that the data availability on our side for LAC is already more limited. You can see here the share of health budgets that is dedicated to long-term care and aging. And again, you see big differences between the countries. The low public investment on long-term care has an effect on those working in these underfunded long-term care systems on the one hand, so the formal workforce, and on the other hand, the low investment, of course, limits the availability and affordability of care. So a lot of responsibility remains on the shoulders of the families. And these two effects are what I want to show you some evidence on now, starting with some data on the formal long-term care workforce. As I mentioned before, the rest of my slides now are on OECD data only, because we are still gathering these data on Latin American countries, but we expect that like the general trends will not be fundamentally different between these two regions. So first we have here some data on the composition of the workforce. So we see that the workforce is overwhelmingly female, that the median age is around 45 years. We've seen in Mexico, it's among the women, at least it's a bit younger than that. And that the countries have a high share of foreign-born workers, which we also heard from some Latin American countries that we are currently conducting interviews with for a new project we're starting. So I think this would look, at least from the trends, similar. And here we see some information on the types of contracts that workers in the long-term care sector have. Quite significant shares, up to 50% in some countries, have temporary contracts. Part-time arrangements are very common, and shift work even more so. I'm sorry, can I just ask, OECD, does this include any of the Latin American countries in No. this data? Okay. No, this no. Mexico is there, right? Yes, but I don't think we have data for those indicators concretely. We have seen that there's a significant share of workers with migrant background working in the sector, and there seems to be a significant issue of overqualification among them. The strong skill shortages in national labor markets that we have here surely play a role in that, as do the systems of recognition of prior learning for people with migrant backgrounds. And now I wanted to share with you very briefly some evidence we collected on those who provide the bulk of care in both the OECD and the LAC countries, which are informal or family carers.
we see that about 60% of older people receive care, who receive care, report receiving it only informally. And even among those who receive formal care, informal carers still play an important role in complementing that. So you see on the bottom, people who receive a mix of formal and informal care. In the middle, the light blue small part is formal care only, and then on the top, on informal care only. 3 out of 5 daily carers of older people are women across the OECD, which reinforces gender inequalities, as we've already discussed today. There's also rising evidence on the effect of caregiving on labor market participation in Latin America, as we've also already heard in Mexico, for example. For women aged 50 to 64, the caring responsibility for a parent are associated with a significant lower probability of participating in the labor market, and also of a reduction of the numbers of hours worked. For men, in contrast, no such effects were observed. Finally, an interesting piece of information I found from a questionnaire on informal carers from 2020. It included the question, what, if any, key challenges does your country face in implementing support policies for family carers? And the answers showed mostly a barrier of harmonizing support at national level, awareness actually of existing services, and the financing of such support schemes, obviously. Which brings me to some selected policy priorities. So following the evidence that we just saw, a range of policy priorities emerge. First of all, is improving access to formal long-term care, so in terms of availability and affordability. Improving working conditions for formal workers, adjusted to the characteristics that we have seen, so largely female, a high share of foreign-born and middle-aged, so potentially an issue of double caring. And thirdly, providing support to family carers, who are also mostly women. I'll go a little bit more in detail on those 3 points. So I think if we talk about improving access, we can think of increasing funding and improving targeting. A way to do that would be to use a mix of different financing mechanisms, for example, combinations of contributions, general taxation, out-of-pocket payments, and private insurance. In terms of funding, lessons can carry over from the healthcare systems that are in place on the fact on how hard it is to get the workforce to contribute, and the complexity of deciding how much can someone afford to pay, especially in the case of informal care, which is an important topic in the Latin American Caribbean countries. And in terms of targeting, it also makes sense to choose beneficiaries based on their needs, as opposed to, for example, simply age, which is also still the case in some OECD countries. Then expand availability, of course, geographically to groups that are currently struggling to use services. And, of course, training human resources and establishing quality standards. Then thirdly, improve affordability, so delivering transfers, as we've also already discussed, maybe some that have to be spent on services, and providing financial assistance specifically to families that with insufficient means. Improving working conditions for formal workers could be achieved by, for example, better skills matching, providing more attractive contracts and other advantages, integrating care better, as this can reduce the administrative burden and also facilitate the cooperation between actors. And finally, the use of technologies, which of course needs to be combined with training for the workers to use these technological tools. They can, for example, help better share care plans
or reducing the amount of repetitive and physically demanding tasks. And finally, providing support to family carers can be done by, for example, designing ways of the informal workers to become formal, which is also a topic we're working on in OECD countries, by providing support schemes such as respite care, paid and unpaid leave, cash benefits, pension credits, etc. It can also help to combine care at home with community-based services. So, for example, daycare provision or intermediate or transitional care to decrease the burden on families. Providing psychological support is always a good measure, of course, to prevent or to help with burnout situations. And, of course, it's important to provide training opportunities to the informal carers to minimize the risk for themselves and for the ones they care for. So there's surely a lot of other priorities, but I will leave it at that for the moment and happy to discuss more later. Please feel free to note my email address and get in touch if you would like to discuss more. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, vous avez bien pointé l'importance du travail formel et du lien entre le travail formel et le travail informel, donc les complémentarités là qui sont pensées et qui doivent être organisées finalement par les systèmes de care. Et ça se passe très souvent à l'échelle nationale quand même, me semble-t-il, ces débats, parce que ça renvoie quand même beaucoup à des enjeux éthiques, à des enjeux de définition du rôle des familles, par exemple. Dans le cas français, il y a une assez forte opposition au fait d'intégrer trop, de professionnaliser trop les aidants informels en disant les aidants informels sont là pour aimer, mais ils ne sont pas là pour aider. Donc vraiment la distinction entre les tâches affectives ou de soutien, voilà, affectif, émotionnel, et les tâches de heavy lifting au fond, c'est-à-dire les tâches vraiment de prise en charge des choses les plus dures, les toilettes, bouger les corps, qui sont des choses qui sont difficiles, qui sont épuisantes et qui sollicitent émotionnellement et qui mettent en cause finalement les liens entre les personnes. Donc bon, ça c'est des débats qui sont sans doute différents dans les différents pays. Puis vous avez bien dit aussi, un des arguments que vous avez produit, c'est la difficulté d'organiser à une échelle nationale des choses qui sont un peu homogènes, mais ça renvoie peut-être aussi aux spécificités territoriales, finalement, aux cultures qui sont spécifiques alors quand dans des grands pays comme le Mexique, j'imagine que c'est absolument important et qu'il doit y avoir une diversité des normes culturelles et des arrangements, des niveaux de développement aussi qui doivent être très importants. Et sans doute dans plein de pays d'Amérique latine qui sont des grands pays, peut-être que c'est moins important au Costa Rica, qui est un plus petit pays. Merci beaucoup pour votre intervention. Et on va passer donc au dernier intervenant de cette table ronde, donc Monsieur Alexandre Farneau. Vous êtes directeur adjoint de l'offre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc je crois en ayant vu un petit peu les slides là qui sont passés, que vous allez expliquer ce que c'est que la CNSA. Donc je vous laisse expliquer la spécificité et le rôle de votre employeur dans le contexte des politiques françaises de l'autonomie. Je vous présente très rapidement, vous êtes un expert des soins et des politiques de longue durée en France, qui sont des politiques qu'on a la spécificité en France d'appeler des politiques de l'autonomie. Peut-être vous allez essayer d'expliquer pourquoi on appelle ça des politiques de l'autonomie. En général, il n'y a aucun étranger qui n'arrive à comprendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que les politiques de l'autonomie. Donc c'est un vrai petit défi pour vous. Et alors votre spécificité aussi, c'est que vous avez travaillé sur différents enjeux de ces politiques de l'autonomie, à la fois sur le design général des politiques publiques, mais aussi sur la façon dont les services sont pensés en termes de prestations concrètes qui arrivent jusqu'aux personnes, puisque vous avez été associé à la réflexion autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les services autonomie, pour encore une fois utiliser ce terme-là. Donc la parole est à vous. Merci. Merci à toutes et à tous, Madame la Ministre. Bienvenue en France. Merci pour ce déplacement. J'espère que malgré le temps qui est un petit peu pluvieux, vous trouverez ici quelques lumières et des lumières dans les politiques publiques du grand âge.
l'instant est assez grave. Je le dis avec solennité parce que je vais essayer de vous conter une petite histoire, une quinzaine de minutes. Je suis très bavard, vous verrez, j'ai beaucoup de slides à présenter, mais on ne va pas tous les présenter. Aujourd'hui, sur l'état aujourd'hui de réflexion et d'organisation de la France et de financement de la France en matière de vieillissement de la population et de sa prise en charge de manière solidaire et pas que. Le point est le suivant, c'est-à-dire que j'ai bien aimé Alfredo et puis aussi Caroline dans votre approche, mais aussi dans l'approche historique et organisationnelle aujourd'hui qu'implique cette révolution majeure pour l'ensemble de l'humanité d'avoir sous un même toit, sous une même terre, quasiment 5 générations qui vont se côtoyer, qui vont s'aider. C'est unique. Il y a toute l'humanité aujourd'hui confrontée à ce défi majeur de ne plus simplement avoir ses grands-parents, mais aussi ses arrière-grands-parents qui vont vivre dans le même territoire avec la nécessité, le besoin impérieux de s'en occuper. Là où nous en sommes en France, eh bien, nous avons encore beaucoup à travailler. Et c'est avec modestie que je vais vous apporter quelques éléments à la fois de contradiction de notre système, d'avancées très profondes, auxquelles je crois vraiment, auxquelles je travaille tous les jours avec les équipes de la CNSA, mais pas que, du système de santé sociale en général, pour vous dire qu'on est quand même à l'orée vraiment d'une révolution, à la fois, je pense, je le dis sincèrement, organisationnelle, de la manière dont on conçoit l'organisation du système de santé, dont on le finance, et des métiers qui vont impliquer la prise en charge des personnes âgées. On est vraiment à la naissance, à l'émergence d'une révolution. Et ma mise en garde aujourd'hui, c'est que les questions que nous soulevons ici, et je l'ai dit dans d'autres cercles, sont un véritable défi pour l'ensemble des sociétés humaines, organisations quelles qu'elles soient. À tel point que, je le cite souvent pour vous donner le degré d'attention particulière que les pouvoirs publics doivent avoir sur ces questions de prise en charge. Pour citer ce pays auquel j'ai eu la chance de visiter, en Chine, la question du vieillissement et de la manière dont l'État accompagne le vieillissement est considérée comme un des enjeux majeurs. Pourquoi ? Parce que c'est un enjeu de déstabilisation des sociétés. Déstabilisation politique, déstabilisation sociale, déstabilisation économique. Si jamais les pouvoirs publics, l'organisation collective, ne répond pas à cette question qui, aujourd'hui, eh bien, est posée devant nous, dans nos familles, dans l'ensemble de nos territoires et pour les politiques publiques. Alors, après cette introduction un petit peu emphatique, on va redescendre un tout petit peu quand même, et être quand même sur du concret, parce que je pense que ce que vous aimeriez avoir, c'est un peu de concret et comment on essaie de s'en sortir un petit peu en France. Alors, c'est vrai qu'on est un vieux pays en matière de protection sociale. C'est peut-être une des richesses, peut-être une des fiertés de la France, d'avoir un système de protection sociale qui est arrivé aujourd'hui à un degré de maturité assez forte, et notamment en matière d'universalité, par rapport aux échanges que j'ai entendus cet après-midi, mais aussi dans les voyages que j'ai pu faire. On a la chance, en Europe d'une manière générale, mais en France en particulier, que l'ensemble de la population puisse avoir un accès aux soins, aux prestations sociales et aux soins, quelle que soit sa condition. Hommes, femmes, enfants, âgés, pas âgés, et même étrangers, je dirais, résidant de manière régulière ou irrégulière, c'est aussi une certaine fierté. La France accueille, soigne d'une bonne manière, je dirais, d'une manière correcte, l'ensemble de sa population. Mais, il faut être honnête, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est quasiment un siècle, 120 ans. Alors, je vous ai fait une petite frise très rapidement. Voilà, rapidement, pour vous donner les différentes étapes du système de protection sociale et lorsque l'État s'est investi et les partenaires sociaux se sont investis sur ces questions-là. Vous voyez que la première chose, c'est l'accident du travail, 1898. Pour en arriver aujourd'hui, je vais aller très rapidement, le handicap, 75. C'est très récent. La question du handicap, très récent. Et je dirais aujourd'hui, pour aller directement au sujet, pour ne pas aller très rapidement à notre sujet, la France s'est dotée en 2020 d'une, non pas 4 piliers, mais de 5 piliers de protection sociale, en créant une nouvelle organisation, une nouvelle solidarité autour de la question du très grand âge et de l'autonomie. Alors, défi, je vais essayer de vous faire comprendre cette notion d'autonomie. La notion d'autonomie en France, il faut la comprendre comme incluant les personnes en situation de handicap, mais également les personnes très âgées.
Là où je crois, où il faut se dire honnêtement les choses droit dans les yeux, accompagner une personne âgée de plus de 75 ans, de 80 ans, 90 ans, n'a rien à voir avec une organisation sociale et de santé, de protection sociale, quand on gère une personne de 60 ans ou de 65 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le très grand âge implique la perte d'autonomie totale ou quasiment totale des personnes en fait. Pas pour toute la population, mais une partie d'entre elles se retrouve à la fin de sa vie, dans les derniers mois, dans les dernières années de sa vie, dans une situation de très grande dépendance. Pas tout le monde, bien entendu, pas tout le monde. Juste pour vous donner un exemple, en France, vous avez 700 000 personnes qui sont en EHPAD. Rapidement, je vais vous montrer cette frise chronologique. On parlait, je dirais, en 1975 de maisons de retraite. Pour caricaturer le propos, l'organisation était de dire « maison de retraite, vous pouviez jouer au loto, vous pouviez avoir des relations sociales. » C'était une maison un peu sanitarisée, mais quand même, je dirais, avec un certain degré d'autonomie. À partir des années 90, 2000, on a commencé à créer sur l'ensemble du territoire français une nouvelle organisation, une nouvelle strate de prise en charge, avec des établissements qu'on appelle aujourd'hui des EHPAD, où on essaie d'apporter de l'humanité, on essaie d'apporter tout ça, mais il faut bien se rendre compte que les personnes qui sont soignées dans ces EHPAD n'ont plus la même autonomie. Ils ne peuvent plus circuler, ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus, je dirais, comme une personne, je dirais, valide. Et donc, ce qui est aujourd'hui un des enjeux majeurs de la prise du grand âge et de ces personnes âgées qui arrivent dans cette grande dépendance, très grande dépendance. Je vous invite, si vous avez l'occasion de visiter des centres, j'espère que ça va être fait, ou c'est peut-être déjà fait, vous avez déjà la connaissance de ces organisations-là. Mais je ne vois, moi j'ai eu la chance de voyager un tout petit peu, pas partout, malheureusement pas en Amérique du Sud, je le dis comme ça, mais dans les autres pays, en Afrique ou en Asie, nous sommes tous confrontés à ce défi organisationnel de prise en charge de la très très grande dépendance. Qu'elle soit au domicile de la personne, c'est le choix de la plupart de la population, ou bien dans des endroits, des instituts spécialisés. Et c'est une véritable révolution qui impacte de manière significative les finances publiques et le poids, et même la notion même d'organisation et de poids sur le système de santé et le prix en fait de ce système-là. Juste pour vous faire comprendre un tout petit peu les choses, le système français était organisé avec un système de CHU, d'hospitalier en fait, extrêmement et toujours très pertinent en matière aiguë. J'ai un cancer, j'ai une maladie rare, j'ai un accident, je suis très bien soigné dans un temps très court avec je dirais, les meilleures allocations possibles, les meilleurs médicaments. Le défi du grand âge, il est tout autre. Il est de faire des allers-retours avec les spécialistes du grand âge, des pathologies. C'est extrêmement coûteux pour le système. Mais également, juste pour vous donner un ordre d'idée, une journée à l'hôpital en France coûte environ 2 000 €. La journée. Dans une maison dans un EHPAD, le coût journalier, le reste à charge pour une personne, une famille, est à peu près de, allez, on va dire 80 € de reste à charge pour la famille, en sachant que l'État, derrière, abonde quasiment à 50%. Donc le coût journalier d'une personne dans un EHPAD est environ de 150 à 200 €. On va pas faire les choses de manière un petit peu grossière pour vous donner les ordres d'idées. Et à l'intérieur de ces établissements, vous avez un minimum, je dirais aujourd'hui pas suffisant, et c'est ça aussi notre drame aussi, de prise en charge sanitaire aujourd'hui pour accompagner les personnes. Donc c'est pour vous dire, là mon propos est à travers la création de la CNSA, donc, qui est sur cette frise assez récente. La CNSA s'est construite comment cette nouvelle caisse de solidarité autour de la dépendance s'est construite, et c'est intéressant de le souligner, à travers un événement tragique en France, 2003, la canicule. En France, nous avons subi un été extrêmement violent, où pour la première fois, la France s'est réveillée en plein mois d'août, avec des centaines et des milliers de personnes âgées décédées, parce qu'elle n'avait pas organisé un système de prise en charge de personnes âgées isolées, où on ne s'était pas posé suffisamment la question de savoir comment les solidarités, l'organisation du système de soins arrivaient à prendre en charge des personnes vieillissantes isolées. Et c'est à partir de ce choc terrible pour la société française
et d'autres aussi, que eh bien, une réflexion a été menée sur l'organisation du système, le financement du système et la prise en charge du grand âge. Le défi majeur aujourd'hui, il a été dit dans tous les autres pays, c'est la question du nombre. Nous avons à la fois le défi de l'organisation, comment on adapte le système de santé, et je rajoutais le système social. Vous verrez pourquoi. À la prise en charge du grand âge, mais également le défi du nombre. Ce qui était acceptable et soutenable d'un point de vue économique avant sur cette personne, aujourd'hui, compte tenu du nombre, est un défi énorme, énormissime. On a à peu près les mêmes chiffres, je veux dire en termes de population, tous nos pays, en fait, peu ou prou, vous arriverez à une population qui va avoir une espérance de vie autour de 75, 80 ans, on vous l'espère même plus. En France, on tutoie maintenant pour les femmes 85 ans, les hommes un petit peu moins, on a des vies un petit peu plus dissolues. Et donc, on est sur ce schéma-là. Vous êtes sur ce schéma-là, c'est évident. Par contre, ça a un impact énorme sur le système. Pour vous donner quelques références un petit peu économiques, le coût moyen d'une personne âgée de 75 ans dans le système de remboursement de la sécurité sociale, donc c'est-à-dire ses allers-retours à l'hôpital, c'est-à-dire ses médicaments, ses soins à domicile chez le pharmacien, c'est à peu près 7 500 € en moyenne par an. Juste pour vous donner, on parlait tout à l'heure des retraites. La retraite moyenne en France, c'est à peu près 1 500 €. On va sur un peu plus, mais bon, on va faire un peu court. Vous voyez déjà les impasses et la nécessité économique et de solidarité entre les générations. Juste pour vous donner un autre exemple, l'EHPAD, qui aujourd'hui, effectivement, à juste titre, subit des polémiques, on pourrait y revenir, je ferai une discussion pour en discuter. Le coût, on essaie de faire au mieux en France. Je pense que les gestionnaires, publics ou privés, font les choses au mieux, bon, avec des dérives bien entendu, mais globalement, quand on veut rester dans le système public, le coût moyen d'un mois de prise en charge d'une personne très âgée, très en dépendance, donc qui ne peut plus rester à domicile. Parce que la question, elle est là. C'est que la personne ne peut plus rester à domicile. Les acteurs du domicile n'y arrivent pas en fait. Les soins sont trop aigus, la charge est trop lourde, et donc il faut professionnaliser, il faut une institution, une organisation qui permette de faire vivre, ou du moins améliorer la fin de vie de la personne de manière digne pendant ces dernières années ou ces derniers mois. Eh bien ce coût par mois, c'est environ 5 000 €. Quand vous prenez l'ensemble des dépenses, 5 000 €. Et la France, à travers la Caisse nationale que je représente, finance, je vais vous faire en très courte, mais à peu près la moitié. Donc il reste à charge pour les familles, en termes de solidarité, la moitié. Je le remets par rapport au contexte du patrimoine, des revenus, etc. Mais vous voyez là aujourd'hui quelques éléments, voilà quelques points de repère du quotidien qui vous permettent de vous donner quelques repères sur le coût de la dépendance et du grand âge. Est-ce qu'on est plus cher ou moins cher ? Sincèrement, grande question. La question, on a une expression en France que je n'aime pas du tout, qui est le virage domiciliaire, et de considérer que parce qu'on va améliorer les services à domicile, on va pouvoir faire des économies. Moi, je n'y crois pas. C'est simplement une gradation des choses. Pour moi, il va falloir réarmer, renforcer la technicité du domicile, avoir des gens de plus en plus spécialistes du grand âge au domicile, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, pas suffisamment le cas. Donc un renchérissement du coût, puisque ce sont des infirmières ou des infirmiers très spécialisés qui vont prendre en charge des personnes très dépendantes à domicile. Est-ce que le coût est moindre ? C'est à discuter. Mais globalement, ça reste extrêmement cher aussi. Juste pour vous donner un ordre sur l'organisation, lorsque la famille ne prend pas en charge la personne ou une partie de l'accompagnement, une personne à domicile, parce que c'est veiller 7 jours sur 7 sur la personne, c'est pas la nuit, etc. C'est un coût à peu près de 6 000 à 7 000 € au domicile, avec des professionnels de ville, libéraux, etc. Donc on voit bien là les masses financières qui sont engagées dans la construction de la dépendance et la nécessaire solidarité qu'il faut avoir à partir de ça. Alors, juste encore pour vous effrayer, parce que je suis là pour ça, voilà, c'est juste pour vous rappeler que la CNSA, finalement, elle est assez récente, 2005, 2004, et nous avons créé en 2020, effectivement, la cinquième branche. Juste pour vous donner
J'aime bien ce graphique-là pour vous donner notre trajectoire budgétaire. Bon, alors, c'est plus ou moins... bon, c'est pas confidentiel, c'est dans les... Bon, peu importe, vous l'avez. Juste pour vous donner la trajectoire. C'est 40 000, à peu près, à terme, en 2020... la dernière, c'est 2026 ? Ouais, 2026. On va être à 43 milliards d'euros. Milliards d'euros. Uniquement pour solvabiliser ce que j'ai évoqué. Alors, il y a une partie sur le handicap, des personnes en situation de handicap, les allocations pour les personnes handicapées, bon, qui est assez constante, mais la plus grande partie, vous voyez bien, ce sont sur les personnes âgées, en fait. Donc le paiement, le remboursement, entre parenthèses, des EHPAD, des maisons et des services à domicile. Ce chiffre-là, en soi, pour vous faire le mieux appréhender, parce que 40 milliards, qu'est-ce que c'est? Bon, la dépense totale des remboursements à l'hôpital, uniquement dans l'hôpital, c'est 100 milliards. La sécurité sociale à l'hôpital, lorsque vous venez aux urgences, lorsque vous faites opérer, 100 milliards. Lorsque vous faites soigner en ville, parce que nous avons un système qui est un peu dual en France entre ce qu'on appelle nous le premier recours, l'ambulatoire et l'hôpital. Donc nous avons des comptes qui nous permettent de, je synthétise volontairement, d'organiser les choses et de les financer, bien entendu. C'est également la même chose. C'est à peu près 105 milliards, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un trait de croissance aujourd'hui assez intéressante en France, c'est-à-dire que les soins de ville sont plus chers que les soins de l'hôpital. Voilà. Mais c'est aussi 100 milliards. 105. Déjà plus de 15 000. Ouais, bah je vais finir, mais pas tout de suite. Juste pour vous montrer ce que c'est que 40 milliards et ce que ça représente aujourd'hui dans un système qui n'aurait pas conçu, qui n'aurait pas pensé la question du troisième âge, ou du cinquième âge même, pour vous dire les choses. Nous, on parle oui, c'est vrai que nous, on parle du cinquième âge en France. Et quand j'ai l'occasion de me balader, on parle souvent du troisième âge. On en est au cinquième âge. Vous voyez la différence culturelle, la différence organisationnelle qu'il y a à franchir. Alors, même si j'ai pas beaucoup de temps, je vais le faire beaucoup plus simple que ça. En fait, c'est... Non, je vais aller très rapidement. Je sais où je vais aller. Dernier point, on pourra revenir sur la question des aidants, comment on approche la question des aidants, mais tous les pays aujourd'hui sont confrontés à ça. Qu'est-ce que ça veut dire un aidant? En France, aujourd'hui, on n'arrive pas à bien saisir cette notion-là et à bien l'accompagner, objectivement. On a des temps de répit, on a des allocations, mais enfin c'est une notion qui reste relativement complexe à articuler avec les professionnels du soin, soit à domicile, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a un statut de l'aidant qu'il faut créer, qui est en train d'être construit en France. Comment, dans les entreprises publiques, on dégage du temps pour aider ses parents, ses grands-parents, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Par contre, le point majeur en France, et l'articulation auquel il faut être extrêmement vigilant, parce que c'était une des commandes, mais on n'a pas le temps de la faire, c'était sur les inégalités territoriales et aujourd'hui la difficulté en France que nous éprouvons. Alors on a un système universel, c'est ce que nous affichons. La réalité est un petit peu différente. Vous avez d'énormes différences dans les territoires, puisque ce système que j'ai trop rapidement abordé en 15 minutes a une difficulté majeure, c'est que vous avez d'un côté l'État qui gère la santé, et de l'autre côté, les collectivités locales qui gèrent le côté social. On va dire le domicile, le petit soin, le repas à domicile, la petite toilette, le ménage. Ça, c'est à partir des années 80, en fait, la décentralisation. Le système français est donc avec une autonomie des collectivités locales pour s'occuper, de cet aspect-là. Versus un système étatique, universel, autour de la santé. L'enjeu majeur sur lequel on travaille, c'est de rapprocher les deux sphères, à la fois de l'État et des collectivités locales. Parce que, derrière, c'est un gain d'efficience. En fait, pour vous dire les choses sur le grand âge, sur l'autonomie, le système ne peut fonctionner qu'avec des professionnels qui s'articulent d'un point de vue financier, mais aussi au niveau des métiers. Si on a une approche globale du parcours d'une personne âgée, une approche globale, on ne peut pas séparer le financement du social avec le financement de la santé. C'est une énorme erreur qu'il ne faut surtout pas faire. La difficulté en France, c'est qu'on est en train d'essayer de rapprocher ça. Alors comment on essaie de le faire? Comme on peut, très clair. On a commencé à créer un nouveau service public de l'autonomie, service départemental de l'autonomie, ou service territorial de l'autonomie. Pourquoi? Parce que
même si c'est dit simplement, mais pour vous faire comprendre les choses, on veut qu'il y ait une co-responsabilité entre l'État, le gouvernement, la sécurité sociale et les collectivités locales. Pour vous donner un exemple très concret de ce à quoi la France est confrontée dans son système, si universel et si protectionniste, eh bien, vous avez des collectivités locales qui remboursaient l'heure de ménage à peu près 17 € de l'heure, versus d'autres collectivités locales qui remboursaient le ménage, en fait, le soin, à 25 €. Entre ce qu'on appelle, nous, des départements. Donc, les départements, pour je conclue là-dessus, c'est à peu près 300 à 1 million de personnes. Ça vous donne à peu près la maille de ce que c'est qu'un territoire départemental en termes social. Donc, vous voyez bien, un des enjeux majeurs, et je finirai là-dessus, pour le grand âge, c'est de repenser le système à la fois dans son financement, mais aussi surtout dans son organisation. Ne pas croire que vous allez créer un système qui va pouvoir accompagner le grand âge, le vieillissement, à périmètre constant et organisation constante au niveau de l'hôpital, au niveau du service ambulatoire et des services à domicile et du social. Voilà, je finirai là-dessus. Mais vous voyez, je pourrais être très très long sur toutes ces questions-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, le sujet est effectivement très dense et très touffu, mais vous avez bien montré les liens du point de vue de la personne, des personnes concernées, des familles, mais aussi du point de vue de l'organisation de l'État et de la structuration de la solidarité familiale entre ces trois enjeux que sont les enjeux de santé, les enjeux de santé, de financement de la santé, aussi bien du point de vue de l'État que des familles, mais aussi les enjeux de revenus des personnes concernées, qui sont finalement, quand on parle de reste à charge, de out of pocket, c'est quand même ce qui reste financé par les familles. Et ça, c'est lié quand même au statut des personnes et à leur niveau de revenu, pardon. Et puis la question des familles quand même, qui restent aussi les aidants, les soutiens, qui sont eux-mêmes alors des acteurs familiaux, mais qui sont aussi des acteurs économiques. Et on attend quand même dans les systèmes de prise en charge, enfin d'accompagnement des aidants, vous l'avez dit monsieur, mais ça a été dit aussi par madame Killmeyer, un des enjeux très importants, c'est quand même de permettre à ces personnes d'être dans la conciliation, c'est-à-dire d'être à la fois actifs sur le marché du travail, mais d'être aussi des acteurs de la prise en charge et de la solidarité dans le contexte de leur famille. Donc en fait, on revient sur cet investissement des familles dans la prise en charge des personnes vulnérables, exactement sur le même débat qu'avaient les féministes dans les années 70-80, c'est-à-dire pour les femmes de vouloir assumer des carrières sur le marché du travail et en même temps de devoir assumer les tâches de prise en charge des jeunes enfants. Donc le débat se reproduit aujourd'hui dans des conditions un peu différentes quand même, mais enfin, me semble-t-il, avec un certain nombre de points communs. Merci beaucoup à vous et merci aux quatre intervenants pour vos prises de parole. Donc, je pense qu'il faut absolument laisser un temps de questions auprès de la salle. Donc, n'hésitez pas, on attend vos questions. Donc, comme tout à l'heure, il y a des micros volants qui peuvent aller jusqu'à vous. Tu veux y aller, Blandine? Ils sont pas volants, ben voilà. Gracias. Realmente muy interesante escuchar las intervenciones de todos y cada uno de ustedes, pero particularmente quisiera hacerle dos preguntas. Uno, ¿cómo acciona el Estado francés ante personas adultas mayores que son abandonadas? ¿Verdad? Que no tienen ninguna red de cuidado y familiar. Y la otra pregunta es, ¿cómo reaccionan las familias cuando tienen que asumir parte del costo de la atención de ese adulto mayor? Gracias. Alors, c'est bon, oui. Madame la ministre, oui. Alors, sur les personnes complètement isolées, on a en France un système de protection sociale qui, je dirais, va au plus près des personnes les plus démunies et qui, à travers des aides, en fait, des allocations monétaires, en fait, leur permettent quand même de vivre avec un minimum. Alors ce qu'on appelait le minimum vieillesse, c'est-à-dire que ce qui a été dit dans la précédente table ronde, c'est-à-dire que n'importe quel individu en France bénéficie d'un minimum de revenus
qui n'est pas un revenu du travail, mais un revenu de la solidarité qui lui permet d'à peu près exister. Là où vous avez raison, je dirais que notre problématique en France, et c'est vraiment une réflexion de pays riche, et j'en suis bien consciente, c'est derrière comment des personnes sont extrêmement isolées dans l'organisation de la société, parce que vous avez aujourd'hui des solidarités familiales, communautaires qui n'existent plus. Un des traits aujourd'hui de l'agisme de nos sociétés, c'est que il faut se poser la réflexion, c'est comment on organise nos solidarités familiales et communautaires avec 5 générations. Est-ce que c'est supportable ? Aujourd'hui, vous avez des aspirations des jeunes. Est-ce que aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune cadre veut vivre sous le même toit avec ses parents ou ses arrière-grands-parents ? C'est la question qui nous est posée en fait. Avant, si je caricaturais, en France, nous avions des villages, des petits villages, et il y avait une solidarité au sein du village qui existait dans les fermes, etc. Bon, on est passé avec des grandes métropoles, et donc finalement la solidarité s'est diluée, et finalement l'État, les collectivités locales, la protection sociale s'est un petit peu substituée, en partie, je dirais, aux soins premiers, initiaux. Ça, c'est maintenant. Est-ce que dans 30 ans, ce sera la même chose ? Je ne suis pas sûr. Compte tenu du coût, aujourd'hui, du très grand âge, et je le dis avec sincérité, on ne sera pas à l'abri en France à ce que des gens, ou des femmes, bien entendu, malheureusement, s'arrêtent de travailler pour s'occuper, malgré les diplômes, de leur grand âge. Quand bien même, on a un système très évolué de protection sociale, parce que le coût, la solidarité et le nombre ne sera insupportable pour les familles aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui dans... On cherche. Là, votre deuxième question, pardon, c'était sur... comment font les familles ? Eh bien, en fait, toujours, vous avez un système... l'État peut, sur le patrimoine, les familles, en fait, récupérer une partie de l'argent qui a été dépensé. C'est-à-dire sur les biens patrimoniaux immobiliers en France, où le patrimoine moyen, pour vous donner un ordre d'idée, au décès, l'héritage d'un Français ou d'une Française, en moyenne, a un patrimoine de 150 000 €. Constitué de biens mobiliers, d'une petite maison, de voitures, enfin bon, des choses comme ça. Enfin, c'est à peu près ça le patrimoine moyen. Alors comme c'est une moyenne, c'est extrêmement large. Vous avez des millionnaires et vous avez qui n'ont rien, bien entendu. Donc, il y a effectivement une récupération sur le patrimoine au décès de la personne qui peut être faite. Après, effectivement, vous avez ce système auquel moi je suis très attaché, c'est-à-dire le système de solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que chaque génération finance l'autre génération en fonction de ses besoins, etc. Sauf que là, on a aujourd'hui un défi, c'est le défi du nombre. Ce qui était soutenable avant en termes de péréquation entre chaque génération, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, en France, en 2030, la population française, la moitié de la population française aura plus de 60 ans. En 2030. On travaille en France jusqu'à 62, 63 ans, 64 ans. Vous voyez le défi qu'il y a voilà. Alors, si j'ai répondu. Peut-être Anne-Marie, je crois que tu voulais réagir, peut-être avant qu'on prenne une autre ou d'autres questions. Non, vous posiez le dilemme de la longévité, des 5 générations, etc. Mais d'autres pays l'ont résolu, notamment le Japon. Je ne comprends pas très bien pourquoi on ne s'inspire pas du Japon pour répondre à cette question. Parce qu'ils ont mis en place une assurance soins longue durée et ils sont dans la longévité, effectivement, au moins autant que nous, voire plus. Et ils n'ont pas baissé les bras et dit c'est les femmes qui doivent revenir soigner les aînés. Non, et ils ont au contraire insisté pour avec la socialisation du care pour libérer les femmes et insister sur
la conciliation vie professionnelle, vie familiale, notamment pour les femmes, parce qu'ils ont besoin. Il y a des pénuries d'emplois à l'horizon, compte tenu de la transition démographique, et donc on a besoin des femmes sur le marché du travail. Donc je ne comprends pas. Et dans l'assurance soins longue durée, ils ont articulé, conjugué santé et care. Et c'est articulé au niveau territorial. Donc, pourquoi on ne s'inspire pas de ça au lieu de nous promettre des choses horribles? Oui, alors je connais pas bien le système de financement du Japon, donc je regarderai ça avec attention. Simplement, là où moi j'ai une petite nuance, c'est que compte tenu du coût de prise en charge, on voit bien avec un système français très efficace en termes de fiscalité, de recouvrement de l'impôt, de base, je dirais, fiscale. Tous les pays européens, ou qui ont à peu près le même système, ont du mal à avoir un bon niveau de prise en charge. Et je regarderai le Japon avec attention, je regarderai, mais je doute un tout petit peu de ça. Mais je regarderai avec attention. Je regarderai attention. Oui, bien sûr. Allez-y, je crois que vous avez un micro devant vous. Oui. So I'm... Et après, bien sûr. Allez-y, allez-y. Okay, I will speak in English. I'm by no means an expert on the Japanese system, but I know that they have a long-term care insurance, and we actually have the same in Germany, which I know better. And currently we actually have a sustainability problem there as well, because the amounts that are being paid in are not enough to pay out in the long term. So actually right now, in the past few years, we've had tax money that had to come in addition to fund the gaps. And now it's been suspended because of a financial difficult situation that we have since COVID. But in the long term, we will run into problems with that system as well. So I don't know whether it's the same in Japan. Maybe they found some way around it. It's not the same. Okay. Then we actually indeed both have to look at it. Ouais, je pense qu'en Allemagne... Ouais. Alors, en Allemagne, les deux systèmes sont possibles, tu vois, avec de l'argent qui peut solvabiliser les prestations par les familles et aussi des services à domicile. Mais le point commun, je pense, vraiment très clair entre le Japon et l'Allemagne et aussi la France, c'est la disponibilité de main-d'œuvre. Et en Allemagne, il y a des inégalités extrêmement fortes. Vous avez parlé d'inégalités de financement entre, je ne sais pas, 23 € de l'heure et 17. Bon, on est tous passés à 22 € de l'heure maintenant. Mais en Allemagne, ça va varier de 18, 20 € jusqu'à 55. Et ça ne résout pas le problème de la disponibilité de la main-d'œuvre dans les Länder dans lesquels les marchés du travail sont le plus tendus, en Allemagne du Sud, par exemple. Juste un tout petit point pour la France. On a besoin, quand on a fait le rapport avec M. Libaud sur la concertation grand âge, de 300 à 400 000 nouveaux travailleurs uniquement sur le champ du grand âge. C'est colossal. Le rapport El Khomri, c'était doublement du nombre de personnes à l'échelle de 10 ans ou 15 ans. Donc, monsieur, excusez-nous, vous avez demandé la parole depuis un moment. Javier Valladares, de la Embajada de Guatemala en Francia. Primero que todo agradecer a la AFD y a cada uno de los ponentes por sus presentaciones. Mi pregunta va dirigida al señor González Reyes. Creo que nos quedó muy claro pues, los retos desde un punto de vista político que ha enfrentado México pues, con estas reformas, pero con este tema de la sostenibilidad de la deuda y del financiamiento, quisiera pues, preguntarle qué ha implementado México para financiar estas reformas y qué tiene previsto hacer pues, cara a los cambios demográficos que menciona. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, digamos, lo primero que ha hecho México es optimizar los ingresos tributarios y el gasto operativo del gobierno. Entonces, en el primer caso, México es un país donde había muchísimas exenciones fiscales, muchísimo privilegio
para empresas grandes, para las más grandes empresas que llevaban años y años sin pagar impuestos. Entonces, lo primero que se hizo fue exigirles que pagaran impuestos, simplemente aplicando la ley. Lamento decirlo, pero antes no se aplicaba la ley para estas empresas. Quizá una manera de ilustrarlo es que cuando llegó el nuevo gobierno y la mujer encargada de la institución que cobra los impuestos asumió la oficina, tuvo una reunión con las cabezas de las 3 empresas consultoras globales más grandes que tienen representación en México. Les tuvieron un acuerdo para ver cómo iban a trabajar juntas y al final de la reunión les dijo, bueno, y nada más les recuerdo y les aviso que yo no juego golf. Esto quiere decir que los anteriores jefes de esa institución solían ir a jugar golf con los presidentes de esas empresas consultoras fiscales muy grandes. Todos conocemos los nombres de estas empresas. En fin, esa es una cosa que se hizo. Se optimizó a través de medios digitales más efectivos el cobro de impuestos. Y por otro lado, lo que se hizo fue disminuir el gasto operativo del gobierno. Se disminuyeron los salarios altísimos de los ministros, de los funcionarios más altos. Se redujeron muchas de las prestaciones de alto lujo que tenían estos funcionarios. Bajo la idea de que no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre. Entonces, esa ha sido una fuente de ingreso adicional sin tener que aumentar los impuestos. Ahora, la pregunta es, bueno, y lo mismo se hizo con aduanas, ¿no? La entrada de mercancías ilegales, el pago de impuestos por entradas de mercancías que no se hacía. En fin, se buscó, digamos, mejorar la recaudación por muchos lugares. Se redujo el gasto operativo. Ahora, ¿qué viene para adelante? Hay una discusión sobre si se necesita aumentar impuestos o no, y sabemos que es una discusión difícil políticamente. En estos momentos, en las campañas políticas, les dije hace rato que la elección es el 2 de junio, ninguna de las candidatas ha ofrecido aumentar impuestos, evidentemente. Pero creo que hay una discusión paralela que es la de ¿por qué, digamos, atorarnos? ¿Por qué quedarnos atorados en la discusión de aumentar los impuestos si podemos pensar en medidas redistributivas ex ante? Antes de impuestos y transferencias hay cosas que se pueden hacer para redistribuir el ingreso. Una de las cosas que se hicieron, la mencioné muy brevemente, fue aumentar los salarios mínimos. En México no habían aumentado los salarios mínimos en 20 años. Y esto no es una medida, digamos, de fuerza. Se aumentan con el acuerdo de trabajadores, empresarios y gobierno. Se ha aumentado hoy en 120% el salario mínimo después de 20 años que no se aumentaba nada. Se redujo la subcontratación, el outsourcing prácticamente se eliminó y con eso aumentas el acceso a protección social vía el trabajo. Estas medidas son ex ante, antes de impuestos y transferencias. Creo que ahí hay una avenida para explorar y se puede llegar a hablar también de rendimientos financieros y todas esas cosas que también son difíciles, pero que afectan a un grupo muy pequeño de personas, muy influyentes, pero muy pequeño y que está empezando a darse esta conversación para que la conversación sobre la redistribución con impuestos, que es tan complicada políticamente, quizá no venga con la intensidad que uno sabe que va a venir. Entonces, básicamente con esto termino.
está dándose esta discusión, pero parece haber un poco más de espacio para seguir optimizando la tributación, el cobro de impuestos. La pregunta es, ¿qué tanto hacia el futuro cuál es el límite de esto y qué se puede hacer a cambio o junto con una subida de impuestos, también medidas antes de impuestos y transferencias? Es una discusión en curso. Merci pour cette réponse très complète. Madame, à vous la parole. Si vous avez un micro, la dame ici en vert. Muchas gracias por permitirme participar. Tengo un comentario en relación a algunas de las presentaciones que se han hecho y también una consulta al moderador. En términos generales, cuando en la región se habla, en la región de América Latina, se habla de esta inversión, sean niños, sabiendo los niveles de pobreza que tienen, y por el otro lado hablamos de la inversión en personas mayores, se suele pensar de que estamos volviendo a la época cuando hablábamos de la guerra entre edades. Y lo digo porque es un discurso que no deja de ser preocupante para nosotros que venimos de la región. ¿En qué sentido? En que estos niños, los niños, es cierto, el dato está, yo soy de la CEPAL, sé muy bien que la realidad es así, pero estos niños viven en familias que por lo general tienen padres que están desempleados o en el empleo informal, sin acceso a la seguridad social, etc. Y hay un tema ahí que no está completamente resuelto, el mirar solamente al individuo en función de lo que decía Anne-Marie, de su edad cronológica. Niños de 0 a 14 y personas mayores 60, 65 y más. Y nos olvidamos, y ese es un dato de contexto de la región, que en nuestra región la mayoría de las personas mayores viven en hogares multigeneracionales. En la región encontramos hogares de 3 generaciones hasta 4 generaciones en conjunto. Acá el compañero de México lo puede decir bien cómo se vive en México. La compañera de República Dominicana exactamente lo mismo. Ahora, ahí entra una preocupación respecto a cuál es el argumento de fondo, y lo digo en términos políticos para los estados, porque el punto no está en pensar si invertimos en los niños, si invertimos en las personas mayores. El punto está dónde intervenimos. Y ahí quiero hacerle una pregunta al moderador. En varias ocasiones él ha dicho y ha rescatado a la familia. En la región, lamentablemente, a veces hemos dejado a la familia del marco de las políticas públicas. Nos concentramos en distintos grupos de edad, o en mujeres, en fin, pero no necesariamente en la familia. Y ahí quiero preguntarle, ¿cómo visualiza estas políticas familiares para responder al cuidado, a los temas de la inequidad intergeneracional, entre otros? Disculpe. Bon, merci beaucoup pour votre question, parce que je crois que vraiment vous êtes au cœur du débat de cette table ronde. Donc merci beaucoup de l'avoir formulée ainsi. Moi, je retiens 2 choses dans votre question. La dernière question qui m'est un tout petit peu adressée sur le rôle de la famille. Je dirais peut-être juste un exemple finalement qui a beaucoup été discuté dans les cercles académiques. C'est l'exemple de l'État social finalement méditerranéen qui a été théorisé dans les années 90-2000 par un collègue italien qui s'appelle Maurizio Ferreira, et qui a bien montré comment la famille est un lieu de redistribution, en fait, relativement naturel, avec tous les biais normatifs qui sont liés à cette redistribution interne aux familles, et qui souvent dans les pays méditerranéens étaient basés quand même sur le revenu accordé, et ça a été souligné par différents intervenants,
revenus des pensions, qui étaient des systèmes de pension relativement généreuses. Je crois que la collègue qui a fait la comparaison des systèmes de pension en Europe a bien montré le degré de générosité des systèmes de pension en Europe méditerranéenne, Espagne, Italie surtout. Et à partir de là, on avait une redistribution intrafamiliale. Bon, c'est des systèmes qui ont été réformés, qui ont été beaucoup critiqués pour leur caractère conservateur, normatif, etc. Peu importe. Mais en attendant, ça a quand même fonctionné pendant des dizaines d'années et ça continue en grande partie de fonctionner aussi pour des raisons de génération économique qui se sont succédées. Mais je voudrais revenir surtout sur le premier aspect de votre question, qui était sur la politisation en fait de ces enjeux. Et je pense que c'est peut-être vous, oui, Madame Blofeld, qui serait peut-être le mieux à même de répondre à cet enjeu de la politisation de cette formulation finalement des politiques destinées aux enfants et des politiques destinées plutôt aux personnes âgées, on va dire. À vous. Yeah, so I agree with you absolutely, which is why in the presentation I tried to stress some of show the graphs regarding how care work is distributed inside the home by sex and by income quintile, because it really hits kind of very hard in the low-income families. That's where the care burden is most exacerbated in distinction to the Mediterranean families, where you really, you can argue again like the normative, but you have this trickle-down effect through intergenerational households, through generous pensions. And the problem in Latin America is, and I'm sure you know this, but fertility, the demographic transition in Latin America is so stratified that, and the data, with the poverty of children versus the elderly kind of shows a region in transition where poor people are having children. They're having more children, they're having them earlier. And that's where children are being born. And so all those intergenerational, so in those households, very often you also have elderly, not in all of them, because 50% of children are poor, 15% of the elderly. So there are also households of children in poverty that do not have elderly, but you also have those that do over time. But because of the socioeconomic differences, you don't have that same trickle-down effect, right? Because you have the elderly wealthy who live alone. Well, they might provide for their grandchildren, but their kids are having way less kids, right? So it's a real challenge. So I think the family is absolutely fundamental. Understanding how this works inside the family is absolutely fundamental. And I would add to that also a serious impending, I would say, social crisis is the absence of men and fathers in both the families, like even the demographic data that we have. We don't have good demographic data on where all the fathers are. We know that, 20% of families with children in the lower income, or 25% households, are monomaternal. The fathers aren't there, but we don't know where they are. We don't even track that data-wise. And that's also a significant concern for the future. And there's not a lot of public policies in the region currently addressing that forcefully. In fact, Costa Rica has had some interesting ones on paternity, but there is a lot of challenges, and I don't think the policies will adequately address that until they address what's going on inside the families in terms of socioeconomic inequalities, in terms of gender inequalities, and just the absence also of men. Thank you so much. I think it was really to the point that you asked, and this stratification of demographic behavior is something really that we didn't know in Europe until recent time, and even if it's increasing dramatically, maybe less in the Mediterranean country, but in Western Europe it surely is. Gracias. Quizá reaccionando a este comentario, se me ocurre compartirles que en México muchas veces el actual presidente ha dicho que la familia es el mejor sistema de protección social. Y por supuesto,
inmediatamente las compañeras feministas de todos tipos lo acusan como algo inapropiado porque reproduce el familismo, la excesiva carga de trabajo en las mujeres, digamos, creo que no hay que explicarlo demasiado en esta audiencia, pero tengo la impresión de que esto tiene que ver más como una descripción que con una prescripción, dado el contexto de altísima precarización que existe en México. Y bueno, es un líder político, entonces tiene que hacer su trabajo y es más descriptivo que prescriptivo, porque al mismo tiempo me parece que parte de la estrategia de protección social y de programas sociales de ese gobierno tiene que ver con, digamos, distintas transferencias para distintas personas en distintos momentos del ciclo de vida. Entonces hay transferencias para madres trabajadoras que viven solas con sus hijos o hijas. Hay transferencias educativas para los niños de primaria, de secundaria, de educación media superior. Hay transferencias para personas con discapacidad, personas adultas mayores, apoyos para el empleo temprano de jóvenes. Entonces, una manera en la que a veces se presenta esta estrategia es que un muy alto porcentaje de hogares en México tienen acceso al menos a una transferencia o a un tipo de transferencia. Y la lógica es que en su conjunto, en los hogares más precarizados, son varias transferencias las que generan la posibilidad de acceder a movilidad social o aumentan la posibilidad. Y con esto termino. Quizá algo que está pasando interesante en México es que desde la política pública hay una propuesta local en la Ciudad de México que se separa de la idea de familias y no se aferra a la idea de un Estado que lo organiza todo desde arriba, y lo que hace es aprovechar el trabajo y la dinámica propia de comunidades, más allá de familia, en el ámbito de la colonia, en el ámbito del barrio. Y se están estableciendo una cosa que llaman en alcaldía Iztapalapa, que es un pequeño territorio de la Ciudad de México, una cosa que llaman utopías. Hay una colega que está aquí que las estudia y ya se fue, pero seguramente algunas de ustedes la conocen. Creo que es una idea interesante que nos coloca fuera de la aparente dicotomía de o es familia o es individuo, o quizá es el Estado que lo organiza todo. Quizá es la comunidad en interacción con las demás. Merci beaucoup de votre contribution, en fait, de cette dernière contribution, et qui vient bien boucler peut-être aussi avec ce qui a été dit sur le cas de la France. Hein. C'est-à-dire il y a un moment aussi où on se pose la question de comment les services, les prestations arrivent jusqu'aux familles concrètement. Hein. Et donc ça pose un peu la question du contenant finalement, hein, du véhicule des politiques. Quel est le bon véhicule adapté finalement aux besoins des familles? Bon, et en même temps qui répond à des questions de solidarité territoriale et nationale. Donc merci beaucoup aux 4 intervenantes et intervenants pour vos contributions. Je pense qu'on a tenu à peu près le programme de la table ronde, et on a dépassé un petit peu le temps, donc avec nos excuses aux traductrices et traducteurs pour le petit dépassement. Merci beaucoup à tout le monde.